Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Carole, bienvenue dans Changer d'air. Salut Clément. Merci d'être ici, merci d'avoir accepté aussi vite. Et je vais dire merci à Déborah au passage pour son conseil. Comme je t'ai dit, j'ai voulu essayer de te présenter, mais c'est très dur. Donc je veux simplement dire que tu es l'autrice du livre « Dites à l'avenir que nous arrivons ». Je trouve qu'elle présente un peu ta philosophie, mais on va en reparler. Alors c'est co-autrice. Co-autrice, en effet. Et en fait, pour te présenter, j'ai noté un des premiers trucs que j'ai noté quand on s'est appelé, j'avais écrit « Ça fait 30 ans que tu cherches à contribuer à vivre dans un monde qui est bon pour le vivant ». Et je trouvais ça assez beau, c'était l'un des premiers trucs qui était sorti. Et du coup, ma première question, c'est quelle enfance et quel parcours te mène à cette idée, à cet objectif? Alors une enfance à la fois très protégée, mais qui, moi, m'a étouffée. Donc, Okay. bourgeoisie provinciale, nantaise, entre Nantes et Préfaille, un petit village de vacances, les mêmes points de repère pendant 15 ou 20 ans. Des gens aimants, Ouais. des gens chouettes, et pour autant, le sentiment permanent d'être le vilain petit canard. Donc, à l'étroit, fallait faire tout le temps péter les trucs, quoi. Donc voilà, donc je suis partie à Paris. Dans une fratrie? Une fratrie, on est 5 et je suis au milieu. Ok. Et donc, je suis partie à Paris vraiment avec besoin d'air, quoi. Besoin d'air. Pour Quoi. tes Donc, je suis études, partie en 3e année d'archi. Ok. C'était... ça se faisait pas à l'époque. Il n'y avait pas trop de transfert de dossiers. Et voilà. Et c'est vrai que quand on ne sait pas que ça se fait pas, bah, ça se fait, quoi. Donc, donc voilà, j'y suis arrivée. Et Paris... plein de trouilles, je suis arrivée dans une grande ville. Je connaissais quelques personnes, mais qui avaient leur vie. J'étais terrorisée le soir. J'étais dans une chambre de bonne, sans eau. Enfin, pas un rond. Donc, je travaillais une fois par semaine dans une boulangerie pour me faire un peu de fric, parce que j'avais un peu de merde aux parents quand même. Donc, il fallait que j'assume. Donc voilà. Mais un vrai lieu où j'avais le sentiment que je pourrais déployer mes ailes, même si j'avais pas idée de la gueule des ailes. Ok. Il y avait pas de projet à ce moment-là. Je comprends. C'était quoi ce côté... Enfin, tu dis, malgré le côté aimant, ce côté oppressant, enfin, qu'est-ce qui dans tes souvenirs, qu'est-ce qui était bloquant? Qu'est-ce que toi, t'avais envie de faire qu'on t'empêchait? C'était une manière de voir la vie qu'on te refusait, ou c'était... C'était un cadre éducatif, vraiment avec beaucoup de croyances, beaucoup de... Je sais pas si c'était des interdits, parce que j'ai pas le souvenir qu'on m'interdise tout le temps, mais j'avais le sentiment que c'était une toute petite boîte dans lequel il fallait être gentil, il n'y avait pas de conflit, ou en tout cas, il n'y avait pas le droit au conflit. Donc, de chercher qui on est, ce qu'on a envie de dire. Moi, je bouillonne, et de laisser place à ce bouillonnement pour chercher, c'était pas très autorisé. J'ai très vite plongé dans le cheminement personnel, mais très vite. J'avais 22 ans, j'ai commencé des stages, quoi. J'en ai 63, donc tu vois, ça fait quelques années. T'as cheminé déjà? Et ouais, mais là, c'était pas cheminer pour aller bien, c'était parce que j'allais tellement mal. Ok. Tu vois. J'ai commencé, j'ai souvenir que j'ai été voir des psys. Je sais plus si j'avais 22 ou 24 ans, mais c'était donc à Paris. Et j'ai souvenir vraiment d'être dans la rue, c'était dans le 6e arrondissement. J'allais voir quelqu'un qui était rue Régis. Et je marchais, et en sortant, et je me disais, les gens, ils savent pas, je suis folle. C'est vrai. Donc... T'as des cheveux un peu en pétard, mais... Je les avais pas en pétard en plus à ce moment-là. Mais tu vois, il y avait un côté... je peux encore me planquer, quoi. Ma folie n'est pas encore... à ce point qu'on va... Tu t'étais pas du tout trouvé et peut-être accepté, enfin, tu te cherchais peut-être. Ben, je cherchais tout, quoi. J'étais pas vraiment, j'étais d'accord avec rien de cette éducation. J'avais le sentiment que tout était, qu'il y avait les gens bien, les gens pas bien, et puis il fallait faire ça, et puis moi, enfin, vraiment, j'étais en vraie difficulté, en vraie douleur. J'avais vraiment du mal. J'avais pas envie de vivre, quoi. J'avais pas du tout envie de vivre, en fait. Je trouvais ça très dur. Ok.
Donc, c'est ce qui m'a fait dire avec le recul, de dire, ben oui, j'ai été dans un cocon très, très protecteur. Donc, la vie, quand tu sors de ton cocon, institution religieuse, qu'avec des gens de ton milieu et tout, ben, tout était agressant, tout était dur, tout était questionnant. Donc, c'était trop dur, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup d'empathie au monde, j'ai pas beaucoup de filtres en matière de sensibilité, j'absorbe beaucoup de choses. C'était trop dur, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a permis de retrouver un chemin autant Le chemin sur moi, hein. Ça, c'est vraiment le cheminement personnel, c'est vraiment, j'aime pas la notion de développement personnel, Ouais, je sais pas ouais. si je me suis développée. mais là, de chercher, de faire des stages, de rencontrer d'autres gens comme moi, d'aller voir des psys, d'être écouté. Mmh. Les gens dans mon entourage familial, il y a pas beaucoup de gens encore qui ont cet appétit. Et moi, je dis vraiment, si on veut être pleinement écouté, il y a pas beaucoup de gens dans notre entourage familial ou amical ou professionnel qui savent juste accueillir, sans juger, sans vouloir donner de conseils, sans vouloir. Moi, j'avais besoin de me déposer, en fait. J'avais besoin de mettre tout ça. Le puzzle, il était vraiment inenvisageable tellement mes pièces, elles étaient en bordel, quoi. C'est marrant. Ok. Et donc, t'as fait à Paris, t'as fait ce cheminement. C'est quoi la grosse différence, tu dirais, entre... Enfin, c'est que tu t'es rencontré toi-même, t'as parlé... Ce que tu dis, en fait, c'est un chemin, mais qu'est-ce qui est fondamentalement différent entre la Carole qui allait chez le psy en se disant elle est folle et celle que peut-être quelques années après ou aujourd'hui qui sourit et qui a de la gratitude envers la vie? Alors d'abord, ça a été très long. Ok. Ça a été très long. Il n'y a pas eu le Eureka. J'aurais aimé. Ça serait plus facile. Mais il y a eu un moteur viscéral interne qui m'a vraiment mis indéfiniment en appétit d'exploration. Okay. Donc j'ai beaucoup exploré des méthodes pour moi progresser, moins me perdre, et puis professionnellement. Donc je n'ose même pas dire combien j'ai d'employeurs, mais parce que j'ai fait beaucoup d'intérim, ouais. Donc par principe c'est l'idée. Et puis après j'ai fait beaucoup de missions, et puis un jour, mais tard, j'ai accepté des CDI. Il m'est arrivé souvent de transformer les CDI en CDD, d'ailleurs, en disant « Ah non, finalement, je vais pas rester, tiens, on n'a qu'à faire un CDD. » Donc, mais très souvent, j'ai fini par signer des CDD, mais très tard, des CDI, mais très tard. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de soif de cheminer, de soif de rencontrer, de soif de comprendre, de me réaliser, qui progressivement, je pense, a calmé... Est-ce que c'était des angoisses? Est-ce que c'était... je sais pas les qualifier, mais il y avait en effet un... Ça a certainement répondu à des questions, peut-être? Ouais, répondu à des questions, de réaliser des choses, d'arriver à coproduire une revue avec des potes, d'arriver à sortir des jolis projets, un de mes premier vrai gros boulot, ça a été dans le logement social. Et donc là, on a sorti des bâtiments qui répondaient aux normes du logement social, mais hyper quali pour les étudiants. Voilà. Progressivement, je pense que je me suis ancrée, je me suis réconciliée. Ok. Je pense que c'était un peu ça. Je me suis réconciliée avec la petite Carole en guerre permanente, quoi. J'ai du mal à t'imaginer, regarde, mais merci pour ça. Pourquoi tu t'as enchaîné plein de travails différents, de l'intérim? Qu'est-ce qui se passait? Donc, tu étais architecte? Alors moi, j'ai fait des études d'archi. Ouais. Mais même ça, c'était pas... Même ça n'a pas été linéaire. C'était linéaire les 3 premières années. Et quand je suis arrivée à Paris, c'est donc poser la question, évidemment, de faire marcher la planche à billets, puisqu'il fallait que je sois autonome financièrement. Donc j'avais été à UP6. UP6, c'était la fac d'archi la plus à gauche. Il y avait toutes les stars de l'archi. Donc j'ai adoré y rencontrer Castro, Buffy, Grimbach.
toutes les stars qui à Nantes, on avait le sentiment que les stars, elles étaient à Paris. Là, moi, c'était mes profs. Donc voilà, je les voyais, je voyais que c'était des petits bonshommes comme les autres. En fait, ils me passionnaient pas plus que ça d'ailleurs. Et puis, le fait de bosser en archi, quand même, c'est particulier l'enseignement. C'est assez déstructurant, ça vous déconstruit pas mal pour certains moments, en tout cas dans certains types d'enseignement. Et donc, dans ces petits boulots, de temps en temps, ça m'est arrivé à un moment donné de dire, mais en fait, ils me font chier en archi, j'arrête. Bon. Donc j'arrête, j'ai fait 4-5 ans, c'est bon, quoi. Et puis je me rappelle, à ce moment-là, j'ai déjà commencé à vouloir écrire. Donc, tu vois, c'était des vieux démons, quoi. Et je me suis retrouvée via un oncle qui est aujourd'hui décédé, mais que j'embrasse fort, moi. Je me suis retrouvée en face de Roger Théron, Paris Match. Cet oncle travaillait chez Paris Match, chez Claude Jobin. Et Théron, c'était le rédac-chef de Paris Match, c'était une sommité. J'avais fait un book d'articles que j'avais déjà écrits pour des potes dans une revue. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais vous en avez pas marre de commencer des choses et de pas les finir? On vous le dira toute votre vie, ça. C'est commencer par finir, quoi. Donc, je suis sortie en me disant, Qu'est-ce qu'il m'a dit, là? Et donc, ça m'a... Donc, j'avais arrêté archi à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, d'accord, il faut peut-être prouver que je sais finir quelque chose. Donc, je vais finir mes études. Et alors là, j'ai été une machine de guerre. Ça m'était déjà arrivé en première année d'archi ou au moment de mon bac, tout d'un coup d'avoir rien foutu de l'année, puis pendant 8 jours de me dire j'y vais, donc je sais faire, quoi. Je vais y arriver. Et là, il s'est passé la même chose. Donc, j'ai été voir mes parents en disant j'ai besoin de tant d'argent. Je me suis mis au chômage. Enfin, bref, j'ai fait un plan de financement. J'ai été voir des profs en disant j'ai pas envie de faire un projet d'archi, mais j'ai envie de faire de la recherche. Et donc, je vais faire de la recherche sur les lieux du sommeil, parce que est-ce que des lieux ont une influence sur la qualité du sommeil? Moi, j'aime bien cette question. Personne ne me répond. Donc, je vais tenter. Et j'avais une cousine que j'aime beaucoup qui était en médecine. Et je lui dis, mais viens donc avec moi, on va faire un codiplôme. Toi, ta thèse en médecine sur le sommeil et moi sur les lieux du sommeil. Donc, ça avait de la gueule quand même. Ouais. J'étais hyper fière. Et puis, ma cousine a rencontré son chéri. Elle a arrêté sa thèse en cours de route pour la passer un peu plus tard. Et donc, j'ai fait mon diplôme toute seule. Et là, l'éclate. Donc, je pense que c'est dans ces moments-là que je me suis vraiment ancrée dans la vie. Personne ne me disait ce que j'avais à faire. J'ai été hyper claire sur mon objectif. Je voulais ce diplôme. J'avais 9 mois pour le préparer, pour finir mon truc. Et je crois qu'il me restait 2 ou 3 UV. Il y avait pas photo, c'était réaliste. J'avais décidé que c'était là. Et voilà, je me suis éclatée. J'ai rencontré plein de gens. À partir duquel, après, j'ai bossé. J'ai rencontré des gens qui faisaient de la recherche spatiale sur l'aménagement du caisson de la station orbitale. J'ai rencontré des gens qui réfléchissaient sur les qualités de vie sur la station Australie-Antarctique. Enfin, voilà. Je rencontrais tous ces explorateurs dont j'avais le sentiment que c'était mes grands-parents, tellement il y avait connivence intellectuelle. Donc voilà, ça a été le chemin avec Archi. Donc même le chemin initial de mes études, même là, il a fallu que à chaque fois que j'invente mon chemin, quoi. Ok. Et à quel moment ça a émergé ce côté chercher à contribuer à vivre pour le vivant Parce que là, ce que tu racontes, c'est que t'es intuitive, tu vas un peu dans tous les sens, tu fais ce qui te plaît. Ça, c'est sûr, tu fais ce qui te plaît. D'ailleurs, comment concrètement, peut-être avant de passer à cette deuxième question, comment concrètement tu vivais à chaque fois qu'un métier te plaisait plus, tu disais je quitte, j'en prends peut-être retrouver un nouveau dans la foulée? Parce que financièrement... Oh là là, non. Mais comment tu vis financièrement à Paris sans cette... Qu'est-ce que j'ai galéré. Non, bah non, je écris des milliers de lettres, je faisais de l'intérim, mais non, ça a été très très souvent, quand j'arrêtais quelque chose, j'avais jamais de plan B en général. Donc c'était... Non, il y avait... Ça rejoint ta question d'avant qui sera celle d'après. Ouais. J'ai toujours eu besoin d'être connectée avec l'utilité de mon job. Okay. Ça me fait vraiment chier quand j'entends dire « Ah, les jeunes, j'ai besoin de sens ». Mais tu crois qu'on n'a pas besoin de sens, hein? Moi, j'ai toujours eu besoin de sentir que ce que je ferais ou que ce que je fais est utile.
Alors après, tu mets le mot que tu veux. Moi, j'appelle ça le sens aussi. Donc, ça m'agresse beaucoup quand j'entends les jeunes me regarder en disant, ah, moi, j'ai besoin de sens. Mais moi, j'ai toujours largué mes boulots dès qu'il y avait plus de sens pour moi. Donc, ça a toujours été. Et ça, c'est viscéral. Donc, il y a une subtilité peut-être entre l'utilité. Je dis n'importe quoi. Tu construis un gratte-ciel dans un endroit où il y a déjà trop de gratte-ciel, c'est utile. Mais est-ce qu'il y a vraiment du sens à rajouter un gratte-ciel dans un tas de gratte-ciel? Alors moi, c'est un exemple. Ouais. Non, moi c'était très. J'avais besoin que ça soit utile socialement. Ouais, ok. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens puisque j'ai beaucoup cherché à en rencontrer. Donc j'en ai rencontré. Et j'ai fait une rencontre qui a beaucoup compté dans ma vie. Vraiment, il y a eu un avant et un après. C'était. Alors, je sais plus si c'est en 92 ou en 93. Et j'ai fait un stage de 2 jours avec un homme qui s'appelle Pierre Veil. Il est mort aujourd'hui. C'est un pédagogue, un psychologue, un homme de la région de Strasbourg qui a fondé, alors je crois que c'est la Cité de la Paix à Brasilia, où je suis pas sûre de mon attitude. Donc tu vois la carrure du mec, vraiment engagé dans la paix. Et moi je sais pas pourquoi, mais toute ma jeunesse et les très nombreuses années du début de ma vie, quand je me demandais à quoi je voulais contribuer, c'était à la paix dans le monde. C'était très important pour moi, la paix dans le monde. Ce qui aujourd'hui, je le formulerai plus comme ça. Tellement j'en vois la naïveté. Un peu naïf, ouais. Mais voilà. Et donc j'ai rencontré cet homme qui avait créé la Cité de la Paix. Et le type, il était un profil d'aigle, un regard bleu turquoise, des cheveux blancs dans la nuque, un pull noir, avec vraiment l'image qu'on a de l'aigle, de l'homme qu'on a envie d'écouter, quoi. Et donc 2 jours de stage avec lui. Et là, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai entendu quelque chose, une expression que j'utilise toujours beaucoup. J'ai entendu j'ai entendu cet homme raconter que pour lui, les 3 écologies étaient liées, et ces 3 écologies, c'était l'écologie personnelle, sociale et planétaire. Et ça a donné tout de suite un sens à ma quête. Moi, j'étais très obsédée sur comment grandir, comment me réaliser, comment mettre à jour mes talents et ma raison d'être sur Terre. Ça, c'était important. Mais socialement, je captais que ça ne faisait pas sens si les autres bouffaient pas à côté de moi, et que ça ne faisait pas sens. Et c'est dans ces années-là, c'est en fin 92, que j'ai aussi rencontré mes premiers émois environnementaux. C'est là où j'ai eu mes premières peurs, ou mes premières prises de conscience, mais putain, on consomme trop, mais ça marche pas. On parlait beaucoup du pic-oil à ce moment-là, dans les années 2000. Du quoi, pardon? Du pic-oil, du manque de pétrole, okay. Ah oui, déjà. qui se profilait. Et donc, tu vois, et là, j'ai eu mes premières prises de conscience. Et puis tout d'un coup, je vois cet homme, sage, campé, vraiment qui avait construit un incroyable projet qui rayonnait dans le monde, et qui parle de ces 3 poupées russes qui ne pouvaient pas vivre les unes sans les autres. C'est cette notion d'écologie personnelle, sociale, planétaire. Ça, moi, le rideau s'est déchiré. Ça a beaucoup donné du sens à ma quête, que j'avais le sentiment d'être très diffuse, très éparse. Ah ouais, ok. Ce travail sur moi, cette connexion, cette recherche de connexion aux autres, et ce besoin de l'utilité, voilà, elle était là-dedans. Et c'était donc tu vois, la notion d'utilité, moi, elle était très raccrochée. Très vite, elle a été avec ces 3 écologies. Donc pour moi, quand j'entends quelqu'un qui veut donner du sens à sa vie, je me sens très en lien en disant, ma quête, elle a été la même. On n'est pas de la même génération que les gens de 20 ans aujourd'hui, et on s'en fout. Mais n'en faisons pas quelque chose de générationnel. C'est ça que j'avais envie de dire. Ouais, je comprends. Juste ça. Je comprends. Mais je pense que il y a peut-être la différence. Le truc générationnel, c'est ce côté, les jeunes en parlent beaucoup plus. Oui. Il y a un besoin là où t'étais peut-être une extraterrestre à l'époque. Aujourd'hui, même dans les grandes écoles où tout le monde s'en fout à l'époque, il y a un truc de. Oui. Et une question, c'est que du coup, on comprend l'idée des 3 écologies, mais comment l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'on doit du coup avoir une écologie, ça veut dire prendre soin d'eux. Comment tu définis ce lien Comment je la décline, en tout cas, ou comment je la comprends. Alors d'abord, on doit rien. Hein. On doit rien. Okay. Le mot devoir ou le mot il faut, c'est des mots qui me font tout de suite les pousser les poils. Okay.
La rebelle ne s'est pas calmée en moi. Donc, moi, je le vis comme une liquidité naturelle entre ces 3 dimensions, qui fait que je capte que de n'être que sur moi ou que sur le social ou que sur le planétaire ne fait jamais sens quand il n'est pas relié. Est-ce que je suis là pleinement moi? Est-ce que j'y suis bien en rayonnement favorable et positif? Est-ce que je suis en lien avec les autres? Est-ce que ça fait sens pour notre planète qui accueille de plus en plus de monde et qui, elle, ne croît pas au fur et à mesure de l'accroissement de ses populations, de la population humaine, parce que il y en a d'autres qui sont en train de décroître. Ouais. Mais donc, tu vois, c'est plutôt un va-et-vient permanent dans ma tête, cette espèce d'échelle d'évaluation dans mes projets aussi. Est-ce qu'on prend en compte tout? Okay. Toutes les dimensions. Est-ce que je m'y respecte? Est-ce que je vais y être en justesse pour moi? Parce que si je suis pas juste avec moi, je serai en dissonance avec les autres. Donc ça, c'est déjà le premier maillon. Mais c'est pas moi pour moi, c'est que je n'y serai pas juste. Regarde toutes ces quêtes égotiques pour l'environnement. On voit des gens dont on capte que c'est plus la lumière sur eux qu'ils veulent avoir que la cause. Donc voilà, là on sent vraiment quand il y a une des 3 dimensions qui est pas allumée. Tu vois ce que je veux dire? C'est très intéressant. Donc c'est vraiment quasiment ton cahier des charges de vie, voilà. Ton projet de est-ce que je prends bien soin de moi, est-ce que je prends bien soin de est-ce que l'impact social et est-ce que je prends soin en même temps de la planète. Ouais. C'est une très belle vision du monde. Ben c'est surtout que ça redonne pour des gens comme moi en popcorn permanent. C'est une maille qui permet qui m'a apaisée et encore une fois qui m'a permis d'arrêter de culpabiliser quoi. Aujourd'hui c'est à la mode de switcher et de slasher. Moi, j'étais switcheuse et slasheuse avant l'âge. Puisque j'ai été architecte, après j'ai fait du marketing, après j'ai fait du web, après j'ai fait de la conduite du changement, après j'ai fait... Les gens, tout le monde, ils me disaient, ça va. Donc, je suis une switcheuse et une slasheuse parce que je fais souvent 2 ou 3 choses en même temps. Une fois qu'on a dit ça, c'est ni bien ni mal. C'est comme ça que je fonctionne, quoi. Et c'est vrai que cette espèce de maille, quoi, de passoire, me permet, avec ces 3 écologies, de limiter la déperdition d'énergie. Ça me permet assez vite d'avoir ces 3 questionnements. Est-ce que j'y suis en liberté de ton? Est-ce que j'y suis en authenticité? Est-ce que ça fait sens pour les autres? Est-ce que je prends pas toute la place? Est-ce que les autres peuvent amener leur jus, leur jeu? Et est-ce qu'on est dans la bonne direction pour faire changer le cours des choses et ou en tout cas un peu changer le schmilblick, quoi. Donc, tu vois, c'est une maille qui m'a apaisée, je crois. Ouais. C'est chouette. En t'écoutant, je me dis que peut-être que notre génération... Enfin, en fait, au final, je trouve que trouver un truc qui est écologiquement... Enfin, qui a les 2 écologies environnementales et sociales, finalement, c'est pas si... Enfin, il y a plein de boîtes, il y a plein de projets qui font ça. Mais peut-être que le projet qui respecte ton écologie perso, il est plus dur, dans le sens où tu vas vite te retrouver à travailler beaucoup et perdre ton temps. La question, c'était, comment tu fais ton écologie personnelle? C'est quoi Est-ce que t'as une routine? Est-ce que t'as des choses auxquelles tu fais vraiment attention? Alors, les routines, c'est un mot qui sont... Au moment où je l'ai dit, je me suis dit, ça va pas du tout. Moi. Mais j'aimerais bien, régulièrement, je prends la décision de faire tous les matins ou tous les soirs. Non, pas de routine. Il y a quelques indicateurs ou quelques éléments. Très souvent, moi, je retourne travailler sur moi avec des pros. Donc, je change régulièrement, j'arrête régulièrement. Sur des coachs? Mais des coachs, des psys, okay. J'ai fait de la sophroanalyse, j'ai fait de la psychanalyse, j'ai fait de tout et on s'en fout de ça. Mais très souvent, je vais me recentrer. Ouais. Donc souvent, ça commence très souvent quand j'y vais. C'est qu'à un moment donné, j'ai un sac à dos qui est rempli de sujets que je sais pas très bien régler ou que je règle pas comme je le veux ou qui me pompent de l'énergie. Donc très souvent, ça c'est vraiment quelque chose de mon écologie personnelle. Très souvent, aller refaire un shoot de quelques séances, de quelques mois ou pas. Encore une fois, je suis pas dans la performance, je m'en fous. Ça. Mais en tout cas, aller trouver des gens qui m'aident
à nettoyer des peurs ou des agressions ou des agressivités ou des dysfonctionnements personnels. Ensuite, toujours au niveau personnel, il y a en effet, j'ai un sommeil qui est un vrai indicateur et j'ai une santé très bonne, mais j'ai toujours un peu de travers, on va dire. Donc j'ai un corps très bavard. Ok. Donc si aussi je l'écoute, il est vraiment un allié. Ok. Donc il va me dire, ça me gonfle, tu te fais chier, t'es pas, voilà, redresse-toi parce que là tu te fais mal. Enfin, et c'est vrai que je suis souvent chez les ostéopathes, j'ai toujours des bobos, et donc j'ai un corps à écouter et On voit des petites alarmes assez bien. Voilà. Ouais. Et ça maintenant j'en fais plus un allié que je n'en ai fait. Ouais. Alors que quand je suis arrivée à Paris, par exemple, j'ai été sous antibiotiques 3 ans de suite. Ah oui, ça fait beaucoup. Ouais. J'avais tout le temps des angines. Avant que je les questionne, j'avais tout le temps, ça sortait pas, quoi, tu vois. Donc voilà, donc il y a certainement ça, donc c'est important. Ce que tu viens de dire, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, ça change la manière de voir la maladie comme juste « oh non, ça y est, je suis encore malade » à « alors de temps en temps ça arrive, hein, si t'as le Covid », mais je suis assez d'accord et personnellement j'ai un peu ça, je sais que si j'ai une faiblesse ou si j'ai, ben moi c'est l'eczéma ou de l'anxiété, je pense que t'as raison, en fait, ça résonne beaucoup avec ta situation et si t'es dans le monde le plus heureux du monde, t'es très peu malade en fait. Enfin, c'est ce qu'on observe, il me semble. Ah oui, puis t'es en énergie, t'es dans le t'es fond, en énergie, t'y vas et tu vois. poses pas, c'est beau de le voir comme ça, c'est très cool. Ok, je te laisse continuer. Mais non, c'est à peu près, je crois que c'est ça, moi, à l'écologie personnelle, tu vois, Donc, c'est d'aller souvent voir des gens dont c'est le métier. Ouais. Parce que je suis très frappée, en fait, de voir autour de moi la non-écoute qu'il y a très souvent, ou tu vois, des gens qui se déversent et tout. Et moi, je vois bien que j'ai besoin de me déverser. Mais en fait, je me rends compte que si je le fais sur quelqu'un, d'abord, qui a rien demandé, qui peut rien en faire et qui peut pas m'aider à dire, youp, 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 là, il y a des voyants qui s'allument, bah, en fait, d'abord, j'emmerde l'autre dans le sens où je déverse ma merde sur l'autre. Et puis ensuite, j'en fais rien, quoi. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça se dit pas dans tous les milieux, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est super important, c'est d'aller écouter des gens dont c'est le métier et qui ne font pas qu'écouter. Ouais. Ça, c'est la première chose. Donc le corps, ça c'est sûr. Et puis non, je suis aussi très attentionnée du niveau d'énergie que j'ai avec les gens que je vois. C'est-à-dire quand je sens que je baisse en énergie, que je suis pas bien avec des gens, évidemment que c'est pas pour ça que je les vois plus, heureusement, mais ça me questionne. Donc les coups d'après, j'essaie de les voir à d'autres endroits ou d'amener autre chose. J'essaie de plus en plus en conscience pour être de moins en moins en auto-victimisation de choses que je crée moi-même, hein. Les autres sont coupables de rien, hein. Mais tu vois, donc je suis très vigilante de mon entourage. Il y a, tu sais, cette phrase que j'aime bien, qui a été dite par un coach que je sais plus citer, mais un type connu, qui a dit: on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ouais. Et de temps en temps, quand je suis ronchonneuse, pas bien, en colère, tout me fait chier, la radio, tout ce que j'écoute, tout ce que j'entends, j'ai assez souvent, attends, en ce moment, je vois qui le plus, tu vois. C'est intéressant. Tu vois. Et quand je vois, tout le monde a des phases où t'es en colère, où t'es à terre, où t'es atteinte, où t'es... Oui, on n'est pas constamment dans un up d'énergie. Bien sûr. Et dans un sourire Tu vois. constant. Ouais. Mais c'est important pour moi de le voir. Que, par exemple, que des gens que j'aime tendrement sont dans des états comme ça. Ok, c'est pas pour ça que je vais moins les voir, mais de les voir avec conscience, de les voir en étant... en activant peut-être mon filtre Ouais, je partage ça, ouais. Moins d'empathie, de boire leur tristesse, leur désespoir, leur colère, leur victimisation. De pas se laisser impacter, au contraire de les aider, ouais, je suis d'accord. C'est ok, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça résonne beaucoup. J'ai pas. Ça fait quelques temps que j'ai envie d'aller voir un psy, pas parce que j'ai spécialement des problèmes, mais parce que comme exactement ce que tu viens de dire. Je sens que j'ai envie de parler, de poser mes questions et ça me relance. C'est une bonne chose qu'on se voit. Alors après, quand on va voir quelqu'un, juste une parenthèse, là aussi on est libre. Ouais. Donc
moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens de mon entourage à qui je disais, mais ton sac à dos, il est trop lourd, va l'analyser avec quelqu'un qui peut t'aider. Et puis il me racontait des trucs, ah là là, mais fais chier. Ben, change. Ouais. En fait, c'est pas un contrat de mariage. C'est même ça d'ailleurs, ça se casse. Mais change. T'as pas le feeling, ou la personne elle t'interrompt, ou tu trouves pas l'énergie que tu veux, soit de la bienveillance, soit à l'inverse un peu de compétition. Mais change. Okay. Enfin, compétition, c'est pas le mot. Je voulais dire de la stimulation. C'est pas le bon. Et moi, ça m'est arrivé de trouver des gens sur l'annuaire. Ok. Mais de me dire, tiens, en ce moment, c'est ça que je veux travailler. Tiens, donc, ah ouais, les mots-clés, c'est ça. Tiens, je vais voir si je trouve sur Internet un psy dont c'est ça, les mots-clés. Oh, voilà. Et puis, j'ai fait des belles rencontres. Puis, les rencontres m'est arrivé au bout de 2 ou 3 fois de dire, oh là 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 là, ça me va pas. J'aime pas le cadre visuel. Parce que moi, en plus, je sais que je suis... L'esthétisme est très important dans mes filtres. De me dire, oh là là, j'aime pas, je me sens étriquée dans son truc, là, je pars en courant, je pars. Enfin, comme c'est pour moi, c'est moi la chef, là. C'est vrai. T'as bien raison. Trop cool, merci. Tu m'as dit que toi, en ce moment, ta passion, c'était un peu en lien avec ton livre, Dit à l'avenir que nous arrivons, c'était voir le futur comme quelque chose qui met en énergie. Comment tu travailles ça? Comment tu t'enlèves cette peur du futur et que tu la transformes en un moteur? Alors, déjà, Dites à l'avenir que nous arrivons, c'est donc un livre de Mathieu Baudin. Ouais, tout à fait. Hein, c'est important de le dire. Et il s'avère que on l'a vraiment coécrit complètement ensemble. On était même chez nous, chez ma belle famille en Normandie. Enfin, on a eu un moment privilégié de co-construction. Mais c'est bien la rencontre avec Mathieu Baudin et avec l'Institut des futurs souhaitables que s'est dessiné devant moi cette incroyable dimension. Moi qui ressassais dans le passé, qui lavait, nettoyait, repassait, enfin bon, me faisait chier avec son sac. Voilà. Et puis tout d'un coup, je vois des hurluberlus qui disent mais l'avenir, il n'est pas écrit. Ouais, ça ok, ça va. Mais on peut l'écrire, ouais, ça ok, ça va. Mais on peut le choisir. Pardon? Tu vois, et puis qui ont commencé, donc bon, je les ai un peu vus, le temps, j'ai fait une lab, je me suis éclatée, c'était une lab, c'est leur formation longue de 6 mois où on rencontre... Avec l'Institut des futurs souhaitables, c'est ça? Avec l'Institut des futurs souhaitables. Et puis, comme me suis fait des amis là-bas, et puis que donc Mathieu m'a donné cette opportunité de travailler avec lui sur son livre, donc j'ai vraiment pu entendre sa pensée, son cheminement, et donc progressivement j'ai comme ça eu ces nouveaux apports qui donnaient une dimension complètement différente du futur. Et c'est vrai que moi, c'est pas un hasard si depuis 92 j'ai commencé à m'engager dans les sujets d'environnement, c'est que je l'ai fait par peur, je l'ai fait par prise de conscience et vraiment de l'éco-anxiété, quoi, en me disant mais on va se prendre le mur, Et l'éco-anxiété, elle est, ou en tout cas la peur, évidemment, que ça limite l'horizon. Hein, ça plombe ta façon d'y aller. Et tout d'un coup, j'ai capté d'abord, et puis ensuite, j'ai vécu une espèce de dimension complètement autre. Et là où ça a complètement switché, c'est que Mathieu, toujours, m'a un jour appelé en me disant « Carole, je voudrais faire un podcast pour la suite du livre, donc qui va s'appeler « Dit à l'avenir que nous arrivons », où je vais inviter tous ces penseurs que j'aime et dont la pensée est précieuse au monde. Et je voudrais qu'on finisse sur une uchronie, donc un texte écrit au présent, mais qui se situe dans le futur. Okay. Une uchronie, c'est ça, c'est un texte... Okay, une uchronie du futur, on change un paramètre, au lieu de dire « ça va se faire », on dit « c'est fait ». Et donc, on dit, c'est fait, voilà ce que ça a changé. Donc, quand on a un sociologue, un philosophe, un anthropologue, tous ces penseurs, je pense à Anne-Sophie Novelle en journalisme, je pense à Primavera de Filippi avec ses packs, quand je pense à toutes ces penseurs incroyables qui arrivent avec quelques idées en disant, si on faisait ça, ça pourrait craquer un truc. Et je me suis retrouvée à les interviewer en leur posant quelques questions, indépendamment du podcast, pour en faire une histoire que je bâtissais et ensuite qu'on co-écrivait avec Mathieu. Et là, vraiment,
j'ai eu ces nutriments d'autres futurs possibles qui se sont mis à naviguer dans mes vaisseaux et dans chacune de mes cellules. Et je me suis dit, ouais, il peut vraiment y faire bon. Okay. Ça a un côté... Alors après, bien sûr, on me dit ça a un côté bisounours. On dirait que... C'est utopiste. Hein. Voilà, on dirait que... mais en fait, l'utopie... on vit où, là? On vit dans une démocratie. C'était une utopie. On vit avec l'heure de l'Europe. C'était une utopie. L'abolition de l'esclavage, c'était une utopie. Que le droit de vote des femmes... En fait, les utopies sont les points de départ de transformation sociétale impactante. Donc, ne nous empêchons pas d'être utopistes. C'est ceux qui ne le sont pas qui plombent le tout. Donc, du jour où je me suis complètement apaisée avec ça, en disant, mais en fait, on s'en fout que ce soit pas fait. Donc, c'est utopique. C'est important de proposer d'autres façons de penser. Alors, moi, je proposais rien puisque je mets en histoire un peu bisounours, c'est un peu choupinou, pour reprendre un terme pour reprendre, voilà, quelque chose qui va être une histoire avec un début, une fin. C'était ça ce que je voulais proposer, tu vois, de façon à ce que les gens, juste en écoutant cette histoire sur 4-5 minutes, ça fait ça, si demain les municipalités pouvaient frapper leur monnaie, ça ferait ça. Ouais, putain, j'avais pas vu. Tu vois, les Uchronies, du coup, c'est un podcast que je partagerai dans le texte. Alors, le podcast s'appelle « Dites à l'avenir que nous arrivons ». Et les Uchronies sont ces petites histoires qui sont donc la transformation en histoire écrite au présent, dans le futur, des idées que développe l'invité dans le podcast. Et donc, c'est les 5 dernières minutes du podcast. Excellent, mais je le partagerai en lien. Donc, il y en a 22, aujourd'hui 22 épisodes. Les 2 derniers ont été tournés au Bouffe du Nord en public avec Alain Damasio, et puis Patrick Boucheron le dernier, donc un historien très passionnant. Mais donc, c'est la fin. Et maintenant, je crois qu'à l'IFS, il propose qu'on puisse les écouter sans écouter tout le podcast. Mais ce serait dommage de ne pas écouter tout le podcast parce que c'est des gens dont la parole, moi, très souvent, me fait vraiment du bien. Enfin, les propos, l'énergie, l'entre-gens est bonne à entendre. Mais voilà. Merci. Donc, en fait, ce qui a changé, c'est que... Enfin, ce qui a changé. T'as ouvert une porte qui était la porte vers un avenir, entre guillemets, radieux, positif, et que t'as laissé t'intégrer. Et j'imagine que t'enlèves pas 100% la réalité qui est que, il va y avoir des guerres, il va y avoir de réchauffement climatique qui va faire tu n'enlèves pas, mais juste, t'occupes pas ton espace mental avec ça et tu essaies de regarder toutes les autres positivités qui peuvent arriver, quoi. Ouais. En fait, c'est pas un avenir radieux. Hein. Là encore, on n'est pas vers un avenir radieux. On est avec, dans chaque uchronie, avec une idée, un truc qu'on a craqué. Enfin, je dis on, d'ailleurs, c'est l'invité, c'est l'intellectuel qui propose, et moi, je le mets en mots avec Mathieu. Donc, tu vois. Donc, ça n'empêche pas tout le reste du monde. Mais en tout cas, là où moi, je l'ai vécu, c'est que de vivre ça, de vivre cette énergie d'autres possibles, ça permettait de regarder le présent, la réalité, la dramatique réalité environnementale, avec moins d'impuissance et moins l'envie d'aller me coucher. Okay. Tu vois, ça réveillait en moi la partie du combattant qui est encore là. Tu vois. Et donc, oui, les choses vont mal. Oui, politiquement, on ne prend pas les bonnes décisions. Oui, on va pas au bon endroit. Mais tous ces intellectuels, ces penseurs, et maintenant je le fais beaucoup avec des dirigeants, et ces dirigeants, ils ont des bribes d'idées, des pépites d'idées qui font que tu te dis waouh, mais ça on peut le faire. Et ça, si on le fait, ça peut changer le monde, quoi. Et ça peut vraiment, en tout cas, changer des façons de se rencontrer, des façons d'être, des façons de casser le moule qui nous semble inéluctable aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Donc c'est vraiment une énergie qui m'a fait du bien, et c'est vraiment de cette énergie que je pars, et donc c'est cette énergie que j'apporte, alors soit aux uchronies, mais beaucoup aussi aux dirigeants quand je les accompagne à faire ça, parce que je le fais aussi dans des entreprises avec des dirigeants et ensuite avec leurs équipes. Et je dis aux dirigeants, venez, on va écrire avec une uchronie le où on va. Ouais.
quelle est votre vision pour l'entreprise. Et après, avec les équipes, on va faire avec des ateliers d'intelligence collective le comment on y va. Ah ouais, vous m'avez fait rêver en disant qu'on y va. Mais c'est un peu mon métier là, dans l'entreprise. Donc, je vais participer, moi, salarié, au comment on y va. Et donc, là, j'ai vraiment vu des yeux brillants. Je trouve qu'on va réveiller des parties de nous, en nous, qui sommeillaient ou qui étaient peut-être un peu fracassées par les bad news qui nous assaillent de partout, quoi, tu vois. Donc voilà, donc c'est plutôt des portes ouvertes, tu vois. Ok. Donc, ce que tu fais avec les dirigeants, c'est enfin, je vais essayer de résumer, mais tu travailles leur vision, tu leur dis, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre entreprise et où est-ce que vous voulez aller? Et ensuite, tu prends toute l'entreprise pour faire concrètement, comment est-ce qu'on arrive à ce truc-là, quoi. Alors, est-ce que ça le dirigeant, la vision, c'est son job, hein, donc je me permettrai pas de dire que je travaille sur sa vision. Je lui permets juste souvent de rendre sa vision beaucoup plus palpable, beaucoup plus concrète. Moi, dans les histoires que j'écris, j'aime bien pousser une porte. Il y a une personne qu'on aperçoit, on voit un changement dans le décor, on rend palpable. Ce qui fait que où on va du dirigeant à ses collaborateurs, c'est pas on va changer le conseil si c'est un cabinet de conseil, on va changer le coaching, non, c'est moi avec vous, j'ai envie d'aller là, j'ai envie qu'on devienne une entreprise à mission, j'ai envie de m'associer avec vous, que vous soyez plus juste des collaborateurs, j'ai envie que chacun ait une plus grande liberté d'expression. J'ai envie ça. Si tu l'écris avec un peu concret, c'est palpable. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, quand tu te projettes, en fait, réellement. Quand un dirigeant donne ça, tu vois, livre ça, quand je dis donner, c'est vraiment, tu vois, il lit pas son texte, il va donner son texte à un moment, lors d'une prise de parole à ses collaborateurs. Et après, on met en place, en effet, des ateliers d'intelligence collective pour dire, waouh! Alors, qu'est-ce qui résonne pas? Et dans mon métier, comment ça résonne? Et dans mon métier ou dans mes interactions au sein des équipes, comment je peux le transformer? Et là, moi, je jubile parce que je me sens utile. Toutes mes multiples formations en tout genre, puisqu'encore une fois, le popcorn continue dans ma vie et il le sera toute sa vie encore. Je peux amener un peu d'intelligence collective, je peux amener de la plume, donc cette écriture, je peux amener de la préparation à donner ce discours, je peux amener, tu vois, voilà, ça prend une espèce le puzzle prend forme. Et est-ce que c'est déclinable à quelque chose de personnel? Enfin, est-ce que c'est de côté, en fait, travailler votre vision et ensuite travailler sur le comment et la vision, la rendre palpable? Est-ce que toi, tu fais ça, par exemple, pour toi, genre dans ta vie? Moi, je trouve que c'est une difficulté, devant ça, parce que c'est une difficulté, pas une difficulté, mais j'essaie de me dire, OK, où est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux de ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an? J'essaie d'avoir ce truc, mais ça peut vite devenir des objectifs, tu vois. Et le comment, tu vois, typiquement, ce podcast, c'était un comment, en fait, je veux être dans quelques années, je sais pas, je veux avoir appris, je veux avoir grandi, je veux avoir exploré un peu ce que tu dis. Mais, question, est-ce que tu peux l'appliquer ça dans ta vie? Oui. Ça, je suis très persuadée de ça. Moi, je le fais, en effet. Tu fais quoi concrètement, du coup? Je m'écris régulièrement des projections à 5 ans, à 10 ans. Je le fais très loin, et j'explique souvent ça aux dirigeants quand on prend un jalon. Je le fais très loin parce que le très loin, ça évite de se dire « Oh non, mais ça, Carole, dans 6 mois, c'est pas réaliste. » Tu vois, c'est tout de suite dans le comment quand tu te mets une échelle à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Donc je m'affranchis du comment. Je veux vivre quoi? Tu vois, le comment, je le verrai après. Mais d'abord, mon énergie me porte à avoir envie de vivre sous quelle forme, à quel endroit, à relier à qui, donner à qui, fabriquer quoi, générer quoi. Tu vois, c'est des questions très philosophiques, et après, quand je retrouve cette énergie de dire ah ouais, et tu vois, je le fais sous une autre forme, puisque ça m'arrive, là, je viens de le faire avec d'autres dirigeantes qui sont solo-entrepreneurs. Ouais. Donc, on voit bien que là aussi, elles vont pas lire leur uchronie à une assemblée. C'est pour elles. Tu vois. Il y en a une qui est coach, et il y en a une qui accompagne des très hauts potentiels. Et
Donc, du coup, c'est un exercice où je leur ai proposé, justement, en effet, d'aller loin devant pour se reconnecter à j'ai vraiment envie de construire quoi? Ce fleuve que je nourris, ou ce chemin plutôt, que je pave tranquillement avec les cailloux que j'aime, ou ceux que je transmute, parce que parfois c'est ceux qui m'ont fait chier mais qui m'apprennent plein de choses. Mais en fait, tout ça pourquoi? Et donc, tout d'un coup, de se projeter beaucoup plus loin qu'aux objectifs de fin d'année ou qu'aux objectifs à 2 ou 3 ans, ça leur permet d'oser viser plus grand, de se redonner de l'oxygène, et puis tu sais, je prends souvent aussi la métaphore de quand tu fais du vélo, quand tu cours, quand tu regardes pas tes pieds, quoi. Tu regardes loin devant si tu as envie de tenir l'objectif, tu vois. Ouais. Donc là, on regarde loin devant pour tenir l'objectif. Mais bien sûr qu'on continue à marcher, à courir ou à nager, quoi. Ouais. Donc en fait, ce que je trouve c'est intéressant de se dire je me projette assez loin, parce que je l'ai, en fait, ce que tu viens de décrire, ce côté je me mets un objectif dans 6 mois, et waouh. Et en plus, il y a un côté se poser les bonnes questions, parce que les questions que tu as posées, elles sont archi pertinentes, mais tu peux vite te dire, en fait, je vais habiter dans un appart ou une maison. Enfin, ça peut être une bonne question, mais je pense que ok, c'est... En fait, mais c'est pas d'ailleurs, j'allais dire, je propose de remettre de l'amplitude. Encore une fois, je m'inscris dans cette mouvance très connotée de l'Institut du futur souhaitable, quoi, qui m'a vraiment ouvert des portes, quoi. Ouais. Donc c'est ces portes-là que je véhicule différemment à ma façon. C'est en effet de se reprojeter pour se dire qu'est-ce qui est important pour mon flow, quoi. Donc là, on retrouve cette notion d'écologie personnelle, sociale et planétaire. Alors, tu as des gens qui ne peuvent être concernés que par leur écologie personnelle. Tôt ou tard, ça fait des trucs hors sol qui sont pas très ancrés. Quand t'es pas ancré avec ton entourage, dans une planète qui va bien, en tout cas, tu vois. Donc, mais tu vois, ça redonne surtout ça réinscrit, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, et donc ça re-questionne finalement qu'est-ce que j'aime faire, à quel moment je suis dans le flow, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments j'en ai pas plein les épaules, plein le dos, j'ai pas mal au ventre, j'ai la peau qui est à peu près bien, et donc qu'est-ce que me dit la vie dans lequel j'aurai des talents qu'il faut que j'aille exploiter. Donc voilà, comment je tire mon fil vers un demain où j'ai réalisé mon plein potentiel, quoi. Ouais. C'est pas égotique, hein, pardon. Non, tu vois, je suis pas du tout à dire je veux être dans une grande maison, quoi. Moi, je suis beaucoup sur comment réaliser et donner vie aux talents qui dorment et que j'ai pas été réveillée. Et tu vois, j'ai quelques années de plus que toi, je suis encore là-dedans. Ouais, je comprends. Je suis encore, c'est un chemin d'où les formations permanentes que je fais et qui sont pas confortables et qui sont pour certaines vraiment, j'arrive pourtant avec un bagage et je m'en prends encore plein la gueule parce que par certaines sur l'écriture, bah non, il faut repartir avant ou sur des trucs plus perso. Donc c'est vraiment tout le temps me dire là. Est-ce que ça Je pourrais faire plus large. Est-ce que je comprends. Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tu m'as fait penser à un... Si, comment, ok, concrètement, par exemple, moi, quelqu'un qui est dans son métier, qui se dit, bon, ok, en fait, j'ai envie, je sens que je suis pas aligné, qui fait ce travail, il y a quand même souvent la peur de quitter son taf. Moi, quand je parle autour de moi de tous ces sujets, il y a ce gros truc de, ouais, mais là, je fais quoi? Je me mets, enfin, je change complètement ma vie. Comment tu dépasses tes peurs, toi? Bah, je sais pas si je les ai dépassés. Comment tu surpasses peut-être des blocages alors? Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais compris l'audace qui est la mienne. Je ne peux pas rester emprisonnée dans des projets qui ne font plus sens pour moi. Donc, en général, quand j'en arrive à ce niveau de pensée, je n'ai pas pensé au plan B. J'étais dans le projet et puis j'arrive dans un cul-de-sac en disant mais j'y suis plus bonne ou je m'y fais chier ou j'y suis trop. Donc c'est rarement pour toi en fait c'est assez facile. Très serein. Ouais, c'est rarement. C'est évident quoi. Donc on arrête. Ouais. C'est stop. Donc maintenant je dis stop un peu plus vite, mais quand même j'ai la tête bien dure. Il a fallu que j'aille au tapis à plusieurs reprises parfois avant de dire stop. Donc je dis stop. Je me refais. Et puis après, Attends, dire stop, ça veut dire quand même quitter son travail. Comment ouais.
Ok, J'ai été au chômage plein de fois dans ma vie. Toi, se dire stop, j'ai l'impression qu'il est pas si compliqué que ça. Tu rencontres des gens pour qui c'est plus dur ou pas? Non, mais c'est dur aussi. Enfin, pour qui Mais c'est c'est vraiment plus important. c'est bloquant, tu vois. Ah oui, Il y a bien quand sûr, même. j'en rencontre. Bien sûr, j'en Et rencontre. comment tu surpasses, c'est parce qu'il y a quand même un blocage qui est réel et je l'ai même vécu, moi, tu vois, avec mon ancienne start-up où je me disais, genre, oh, je raisonne plus avec ce que je fais au jour le jour. Mais j'avais lancé une boîte avec 25 personnes en tout, donc tu vois, après, c'est une situation, mais est-ce que tu conseilles vraiment de dire, en fait, si tu sens que t'es pas bon, il y a qu'une seule chose à faire, c'est de viser, ce stop et mets-le en place? Ou, enfin, ouais, comment, c'est une question un peu vague, mais je trouve que on touche du doigt la partie, enfin, en tout cas, moi, qui est difficile, ce saut dans le vide, quoi. Ok, j'arrête. Je sors de ces rails sur lesquels j'étais depuis quand même assez longtemps, qui sont un peu confortables. Ouais. Mais après côté, je vois pas les rails d'après, quoi. J'ai pas de conseils parce que on vient tous d'histoires différentes, avec Ouais. des croyances, des exemples, mais euh, ce que je sais, c'est que très souvent dans ma vie, je l'ai fait avec tout ce que ça veut dire derrière. J'ai souvenir, j'étais directrice du marketing dans une société où la direction générale a changé. Non, j'étais pas directrice à ce moment-là, justement, j'avais un poste, je sais plus, j'étais adjointe à la directrice du marketing et de la communication. La nouvelle direction arrive, propose sa fenêtre de tir, qui faisait pas du tout sens avec moi, mais vraiment, Ouais. j'étais en dissonance totale. Ils me font venir après, en disant, Carole, on conseillerait bien la direction marketing. Refus d'obstacle, je négocie mon départ. Ouais, Et ben, tu vas 6 mois après, pas 6 mois après, parce que là, à ce moment-là, c'était dans ma vie salariée. Donc, la vie salariée, on a quand même la chance d'avoir le chômage. Mais, donc, chômage, projet en tout genre, qui marche pas. Mais je me suis vue repartir faire des missions d'intérim de secrétaire. Ok. D'accord? Ouais. Et je me suis vue, j'ai des souvenirs un peu brûlants de me sentir pas du tout respectée avec des gens j'étais une ombre, qui me lançaient leurs trucs, tu vois? Donc j'ai été faire de l'intérim avec des boulots qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais avant, mais en me disant: «C'est le prix à payer, quoi». C'est des moments où j'avais notamment entamé l'écriture d'histoires pour enfants dans les années 93 Ouais, 97. J'en bouffais pas du tout, évidemment, tu vois? Et c'est surtout, en plus, c'était l'ère de Cousteau. C'était à un moment donné, parce que je voulais les sensibiliser à l'environnement par les émotions et par le ventre. Parce que je me disais, la tête, en fait, personne ne change juste parce qu'il a compris quelque chose, quoi. C'est souvent on est par d'accord. par le corps ou par le ventre ou par les émotions. Et donc, c'est l'époque où j'avais été rencontrer Nicolas Hulot et je lui avais proposé d'écrire un petit personnage à partir de l'émission d'Ushuaïa. Évidemment que on n'en a pas publié une, j'en bouffais pas. Donc, j'étais secrétaire par intérim dans la journée et dès que j'avais 3 ronds, j'arrêtais, je prenais plus de mission en me disant pendant 3 mois je peux écrire. Ouais. Et puis je repartais. Enfin, Ok. il y a eu vachement de conséquences, quoi, de mes choix. Et les conséquences, c'est qu'à 63 ans, je suis pas du tout prête pour arrêter. D'abord, j'en ai pas envie, mais j'ai pas du tout non plus la retraite qui va avec les postes de direction que j'ai pu avoir. J'ai pris des risques. Les conséquences, elles sont réelles, mais les risques étaient moins importants que la dissonance que je vivais. Donc après, c'est vrai que pour moi, quand on est salarié, je sais pas s'il y a des vrais risques dans notre France aujourd'hui, mais bon, ça c'est ce que je vis. Il y a des vrais risques quand on est à son compte. Et moi, c'est ma situation maintenant depuis 10 ans. Bah, il y a des moments vraiment pas confort. Il y a des trucs que je veux pas faire. Là, il y a des moments pas confort, quoi. Je partage légèrement cette vie depuis quelques temps et c'est moi, il y a des trucs moins confort en effet. Mais ça fait travailler là aussi. Mais c'est un peu comme finalement l'aventure où est-ce que tu vas faire des vacances dans un club resort, bah c'est confort, mais tu vis moins de trucs que si tu pars à l'aventure pendant 2 semaines à te balader dans un pays inconnu, quoi. Là tu vas dormir en galère, tu vas voir des histoires, mais tu sors c'est pas la même vie, quoi, c'est pas les mêmes vacances. Mais je pense que les deux comme tu dis peuvent être agréables. En tout cas, j'ai envie de dire, tout est respectable. Ouais. J'ai pas de sujet là-dessus. Je trouve juste que... Il faut voir c'est ce que tu veux, quoi. Encore une fois, moi, j'ai un corps bavard. J'ai l'impression que le tien aussi. En fait, quand on se rend compte, je crois que le corps de beaucoup de gens est bavard. Et donc, j'ai quand même été au tapis à plusieurs reprises. Moi, à 3 reprises, j'ai été dans des
pré-burn-out, avec des crises de larmes, à la pensée même d'arriver au bureau. J'avais été tellement loin dans des projets où j'étais en dissonance totale que j'ai eu des 3 mois de larmes non-stop, donc à rester chez moi, à pleurer pendant 3 mois. Enfin, j'ai vraiment eu j'ai été au tapis, quoi. Ouais, donc, aujourd'hui, je capte bien quand des gens me parlent. Maintenant, je capte mieux les signaux en moi, quoi. Il y a des signaux qui me font dire, waouh, j'ai envie d'y aller, je sais pas comment, mais j'y vais. Et puis d'autres, waouh, surtout pas. Ouais. Tu vois, voilà, Hier, j'étais avec Déborah et Stéphane et où je suis sorti de là, mon corps, enfin, c'était clair et net, tu vois, tu sors de là, t'es bien, tu repars, et on n'a rien fait, hein, sur ton épisode, mais c'était, ok. Ce serait quoi pour toi, même si je sais que tu vas me dire qu'il n'y a pas de conseil, mais ce serait quoi réussir sa vie pour toi? Pour moi, réussir ma vie, c'est avoir un par un ou une par une essayer d'identifier et de déployer mes plumes. Mes plumes, c'est mes talents, c'est les talents qu'on a tous, quoi. Des choses que t'aimes aussi. Voilà. Un talent, tu l'aimes. Enfin, je veux dire, tu vois, ça fait partie de quelque chose, quand tu le fais, tu te fais du bien et tu fais du bien au monde, quoi. Tu vois? Donc, pour moi, je crois que j'aurais le sentiment d'avoir réussi ma vie si j'ai le sentiment d'avoir fait des choses qui exploitent pleinement mon potentiel et qui soient donc, du coup, en vibration positive pour le monde. Voilà. Merci beaucoup. Comment tu vois l'humanité dans 200 ans? Ou je te mets une date lointaine juste pour se projeter un peu. Comment tu vois notre civilisation dans... Alors, je la vois pas, mais encore une fois, je suis très un peu pessimiste quand même. Mais j'ai fait quelque chose. Tu touches à une expérience que j'ai adoré vivre. C'était avec Yves Mathieu, qui est le patron fondateur et co-directeur, je crois, de Place Publique. Donc, c'est quelqu'un qui est très engagé sur les démarches d'intelligence collective depuis bien avant que le mot existe. Je crois que dès les années fin 90, début 2000, il était là-dedans. Donc, il est capable d'orchestrer des très grandes concertations et qui a été proche de Pierre Vell, dont je parlais tout à l'heure. Okay. Et Yves Mathieu, un jour, a proposé, on était un petit groupe au nord de Paris, une visualisation pour aller rencontrer nos descendants à la 7e génération de vent. Oh, wow. Donc, tu vois, on est à 200 ans, quoi. Ah, ouais, wow. Et je l'ai fait, mais vraiment comme je fais tout en disant « Waouh, je sais pas comment je vais y aller. » Mais c'est bon comme travail. Ouais. Et il l'a reproposé au Bouffe du Nord lors de l'enregistrement du podcast Dites à l'avenir que nous arrivons avec Alain Damasio. Et donc 500 personnes, tu vois. Donc là, c'est très émouvant d'aller se fermer les yeux, d'aller rencontrer ces descendants, la 7e génération. Super émouvant. Yves le fait avec maestria et d'autant plus émouvant que moi j'ai pas d'enfants. J'ai des beaux enfants, j'ai des beaux petits enfants. Dont je suis extrêmement fan et qui sont importants pour moi. Mais tu vois, je n'ai pas eu d'enfants. Donc je me suis dit, comment je vais aller à la 7e génération devant moi? Je vais aller voir qui? Alors c'était facile de me projeter dans mes beaux petits enfants, mais quand même, il y avait un côté, je vais aller voir qui, quoi. Et puis surtout, aussi une appréhension en disant, j'ai pas l'imagination. Bon. Donc, je te passe les détails, mais je l'ai fait. Et j'en suis revenue avec une image hyper forte qui m'a beaucoup, beaucoup apaisée, qui a beaucoup apaisé l'éco-anxiété qui était la mienne, puisque j'y ai vu des êtres comme vous et moi, comme toi et moi, et en même temps beaucoup plus avancés sur leur connaissance d'eux, beaucoup plus en conscience, et surtout qui me montraient que les transitions pouvaient se passer comme s'est passé l'écroulement du mur de Berlin. Ok. J'ai pas l'image, pour être honnête. C'est pas l'écroulement d'ailleurs, c'est comme c'est passé. Je sais pas dire parce que c'est pas l'effondrement, tu vois. Mais au moment du mur de Berlin,
rappelle-toi, mais peut-être que c'est trop vieux pour toi. En fait, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu les signaux faibles, personne nous a, tu vois, on n'était pas en alerte de se dire il va se passer quelque chose. Et puis tout d'un coup, en très peu de temps, il y a des gens qui ont retiré quelques pierres, puis il y a des gens qui sont venus faire la fête, puis il y a des gens qui ont se mis à faire de la musique, et puis il y a eu des récits politiques, et puis des récits artistiques, et puis progressivement, tac, 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 les deux bouts de ville, les deux Berlin se sont unifiés. Ouais. C'était le moment. Mais les choses étaient prêtes. Okay. En fait, c'est ça que ça dit. Les choses étaient prêtes pour que tout d'un coup, ce mur n'ait plus de raison d'être. Et ce que j'ai vu à cette génération me disait, continuez à faire tout ce que vous faites, même si ça fait travail de fourmi, parce que ça permettra, tel les éboulements, tel ce qui s'est passé pour le mur de Berlin, que ce mur, à un moment donné, ne soit plus, et que les choses soient différentes à ce moment-là, mais parfaitement préparées par tous vos micro-actes, vos micro-actions, vos micro-prises de position, je sais pas quoi. Et du coup, ça m'a redonné une force dingue, c'était de me dire, bah ouais, mais le mot impact, qui est beaucoup de votre génération, m'a souvent fait chier. Eh ben, il était là non plus pas d'actualité, c'est-à-dire que tout fait sens. Même la petite plume que tu déplaces fait sens. Et là, c'est incroyable, moi, quand je me rappelle être sortie de cette méditation créative, quoi, de cette visualisation créative, en disant, waouh, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est être en chemin pour que on n'ait pas un effondrement d'une civilisation, mais juste que progressivement, tous nos micro-actes, nos engagements prennent la place, et qu'un jour, le mur n'a plus de raison d'être, quoi. Et tu vois, et donc là, j'étais pas sur une projection de civilisation, j'étais pas sur une projection, j'ai pas forcément bien vu comment ils étaient habillés, comment ils étaient. Oui, c'était pas ça le travail. Voilà. C'est quoi le nom de cette méditation, de cette visualisation? Enfin, est-ce qu'on peut le faire? Je t'enverrai le lien d'un article où Yves en parle. Après, je sais pas s'il permet de le faire, s'il offre quelque chose en ligne, je suis pas sûre, mais je t'enverrai le lien que j'ai, qui est qui m'a beaucoup rechargé. Il me fait penser, à sur YouTube, il y a une vidéo qui est très facile à trouver d'une personne qui fait sur elle un espèce de pendule. Donc elle met une grande branche puis une autre branche et tout. Et donc au début, tu vois la vidéo, c'est une espèce de danseuse qui a un tas de choses à ses pieds. Et puis progressivement, on fait un pendule vivant sur elle. Tu vois? Et puis avec des énormes branches qui prennent beaucoup de place en volume et tout. Elle le fait, puis tu te dis waouh, c'est improbable, hein. Ça tient. Et puis à un moment donné, elle prend une plume, elle la met sur une extrémité, une plume, vraiment. Et le truc s'effondre. Excellent. Ça par contre, je veux bien de la vidéo. Et donc je t'enverrai le lien. Et là, c'est vraiment, voilà, je me suis dit, même tout quelque chose peut faire basculer. Voilà. Et donc du coup, ça redonne du sens à tout. Et du coup, ça, tu vois. Donc ça me reconforte dans l'idée de dire, mieux je vais, plus je suis dans le flow, plus je suis en réalisation de donner mes talents pour aller bien, et donc du coup pour vibrer bon, eh bien tout fait sens, et même une plume fait sens, quoi. Waouh, c'est beau. Est-ce que avant de finir, tu peux nous raconter l'histoire de ton livre Cheminer avec le vivant, s'il te plaît? Pendant le confinement, je me suis retrouvée confinée en Normandie, et donc j'avais sous les yeux cet agriculteur, Didier Delaporte, qui est engagé dans une démarche de biodynamie depuis 50 ans. Donc on va pas l'accuser d'être à la mode, tu vois. Donc à tel point, c'est que son père disait de lui que c'était un sorcier ou qu'il faisait de la sorcellerie, tu vois. Donc il n'était pas lui non plus très dans la tendance familiale, en tout cas. Et de cohabiter avec lui, de le voir, quand il parlait de ses vaches, quand il racontait qu'il avait fait un pacte avec les renards, dans sa façon de regarder ses poules, dans sa façon de
de parler d'herbes spontanées ou d'herbes plutôt que de mauvaises herbes, tout même dans son vocabulaire c'était me tirer vers le haut. Alors quand j'écoutais ces histoires, il y avait à la fois de la poésie, du merveilleux, de la douceur, et puis un hymne au vivant totalement imbriqué, quoi. Et là, pendant le confinement, moi, mon business s'est complètement effondré comme tout le monde, donc pas du tout à plaindre, tout va bien. Mais il y avait une page blanche, et je me suis dit là, donc j'ai été le voir en disant, écoute, je te proposerais bien d'écrire un bouquin. C'est trop merveilleux ce que tu écris. Et moi, je voudrais en faire un truc de cheminement qui fasse écho avec l'urbaine que je suis. Il a commencé par me dire, oh non, je le ferai un jour. Okay. Puis 2 heures après, il m'a dit, non, en fait, je le ferai jamais. On est OK, on y va. Excellent. Et donc, j'ai été cueillir les haricots avec lui. Je le questionnais pendant ce temps-là, où j'ai été... donc, tu vois, je prenais mes bottes et puis on allait avancer dans mon questionnement. Et c'est vrai que l'écriture, après, de ce livre, et là encore, ça me montre dans ces moments-là combien je suis au bon endroit pour moi, dans ces moments-là. J'oublie tout, quoi. J'oublie qu'il est l'heure de manger, j'oublie l'heure. J'avais un tel bonheur à pétrir cette matière qui était de l'hymne au vivant, de l'hymne à la joie. C'était vraiment un livre, un hymne à la joie. Et où il racontait des choses incroyables. Par exemple, quand il raconte son pacte avec le renard, c'est vraiment d'avoir communiqué d'esprit à esprit entre lui et le renard pour lui dire, mon coco, je suis sur tes terres et c'est OK. Finalement, cette ferme, avant, c'était un territoire où il y avait des renards. Donc, je suis sur tes terres. Alors moi, tu vois, la Parisienne qui supporte pas une araignée ou un moustique dans son appartement, ouais, je suis sur un territoire. C'est pas parce que j'ai signé un papier que je suis chez moi. Enfin, tu vois, ça a vibré de partout. Et donc, il a communiqué d'esprit à esprit en reconnaissant la place de l'autre, en reconnaissant que l'autre avait des droits, mais en lui disant, ces droits, négocions-les, parce que moi, tu peux pas bouffer tout mon cheptel de poules. Je vais pas travailler que pour toi, quoi. Donc, comment on respecte deux énergies? Toi, tu fais, tu entretiens le territoire à ta façon. Tu fais ton travail de renard. Moi, je fais mon travail d'agriculteur, qui est donc dans la culture. Dur à comprendre pour un renard, ça. Non, pas du tout. Ok. Incroyable. Et du jour au lendemain, il y a plus de prélèvement dans le cheptel. Excellent. Tu vois. Et ça, tu vois. Quand j'ai eu accès comme ça à sa façon de parler des abeilles, par exemple, une autre histoire merveilleuse qui parlait beaucoup de cheminement personnel. Il racontait qu'il avait une vache qui, quand il la traitait, donc à un moment de la traite, qui lui donnait des coups de queue, et puis qui dansait. Et bon, ok, il fait son truc, c'était désagréable, et puis surtout, il pouvait pas se faire remplacer, quoi. Et puis progressivement, un jour, il a rencontré quelqu'un qui lui raconte une émission de télé. Bref, je te passe les détails. Et progressivement, il s'est dit... Il a commencé à lui poser des questions, ça, en disant, mais pourquoi tu bouges? Et la vache, elle s'est arrêtée de bouger. Et puis, il est reparti après elle, il faut que je fasse ça, et puis ce soir, pof, elle a recommencé à bouger, donc à danser, donc à être intraitable, quoi. Okay. Et puis le lendemain, il se dit, tiens, c'est marrant, elle a arrêté. Donc, tu vois, quelques jours de suite, il s'est connecté à elle. Pourquoi tu bouges? Et puis là, d'être vraiment sur elle. Et puis elle s'arrêtait à nouveau. Et donc, il s'est rendu compte que quand il était pleinement avec ses vaches, elles étaient en gratitude d'être traites, parce qu'en fait, quand trop de lait, c'est trop lourd. Donc, tu vois, il y avait un vrai donnant-donnant. Et que dès qu'il ne s'occupait pas d'elle, qu'il était en mécanisme automatique, cette vache-là, puis il y en a une autre qui a pris. Donc, quand j'entends ça, je raconte ça à une copine et qui me dit « Ah, c'est drôle, quand je promène mon chien, à chaque fois que je suis dans ma tête ou dans mes soucis, il me fait chier. » Puis elle avait un très gros chien. Il est lourd et puis il me tire, puis j'arrive pas. Quand je suis pleinement avec lui en disant t'avais envie qu'on aille où, il me dit ça c'est des jolis moments, j'adore ces moments-là. Donc tu te dis waouh. Tu sais quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ma copine
Parce que parfois, elle me raconte des trucs et je suis pas présent. Et là, elle me dit, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Mais en fait, je pense que c'est vrai. Est-ce que t'es présent et dans l'attention du lien, quoi? Ou est-ce que t'es dans tes pensées et là, tout s'écroule? Et on a le droit de pas être présent. Ouais. Mais alors, surtout quand on est entre humains et qu'on a la voix pour s'exprimer, on peut dire, attends, excuse-moi, j'ai eu une journée difficile. En fait, j'ai besoin d'un quart d'heure parce qu'il faut que j'aille écrire ou que j'aille crier ou que j'aille je sais pas quoi. Mais en tout cas, la conscience, et donc, il raconte, tu vois, le vivant, les leçons du vivant, quoi. C'est exceptionnel. Et là, c'était vraiment... Et donc, moi, ce cheminer avec le vivant, c'est un livre dont je suis super fière et je reçois encore régulièrement des gens qui m'envoient des mots en disant « Waouh, là, j'ai reçu un message de pleine vie et en même temps d'extrême douceur et en même temps de plein de joie, quoi. » Donc, c'est un livre dont je suis très, très fière, en fait. Parce que je n'ai que transmis. Quelqu'un qui doit rencontrer un peu les sagesses et Voilà. dont la manière d'être est très rare aujourd'hui. Enfin, on est à l'opposé de ça, la civilisation, quoi. Le vivant, c'est une ressource, au mieux, c'est une ressource qu'il faut un peu respecter, mais c'est jamais une entité au même titre que nous qu'on doit respecter, avec laquelle on doit donner une attention particulière, quoi. Et du coup, en effet, c'est ma plume devenue utile, tu vois. Je permettais à cet homme, bien sûr, mais surtout à sa façon de vivre, à son immense respect, mais surtout son écologie, quoi. Et sa vraie... Non, c'est pas écologie, c'est vraiment à sa façon d'être, en dialogue, en écoute et en résonance avec le vivant. Et ça, moi, ça m'a vraiment nourri. Et donc, l'écriture de ce livre, c'était un moment de plénitude absolue, quoi. Donc, j'ai adoré. Et ça a été ça fait partie de quelque chose dont je suis fière. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. Merci beaucoup de ce bel espace. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'une minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!